Il regarda son badge nominatif en plastique bon marché, puis baissa les yeux vers son tablier effiloché et jeta sa tête en arrière dans un rugissement de rire. 10 langues. Vous, chérie, si vous parliez réellement 10 langues, vous ne seriez pas ici à essuyer des miettes de ma table pour un salaire minimum. Le restaurant entier devint silencieux. Le milliardaire pensa qu'il avait livré l'insulte parfaite à une inconnue. Mais il manqua le regard froid et perçant qui brilla dans les yeux de la serveuse. Elle ne fit pas que débarrasser son assiette. Elle se pencha, murmura une seule phrase dans un dialecte que seules 3 personnes dans cette pièce auraient dû connaître et regarda le sang sévidaire de son visage. Il pensait qu'il était l'homme le plus puissant de la pièce. Il avait tort. L'air à l'intérieur de l'Obsidian, le club de restauration privé le plus exclusif de Londres, sentait toujours la même chose. L'huile de truffe, le cuir vieilli et la peur. Maya Linwood ajusta le col de son uniforme noir rigide. C'était serré autour du cou, un rappel constant de l'étranglement dans lequel sa vie était actuellement. À 32 ans, Maya était invisible. Pour les clients de l'Obsidian, elle était une paire de mains flottantes qui livrait du bœuf wagyu et remplissait des verres en cristal de pinot noir. Elle était meuble et elle le préférait ainsi. La table 4 est ouverte. Pillay arrive dans 10 minutes. Henry, le gérant de l'étage, siffla à son oreille. Henry était un homme petit avec un complexe de Napoléon et un front qui transpirait quand des VIP étaient prêts. « Ne gâchez pas ça, Maya. Je sais que vous êtes fatigué. Je m'en fiche. Je ne suis pas fatigué, Henry. Je suis concentré, dit Maya, sa voix basse. Elle ne le regarda pas. Elle était, se racle la gorge, en train de scanner la pièce, une habitude qu'elle ne pouvait pas briser de sa vie précédente. Ne parlez juste pas à moins qu'on ne vous parle. Pillay est de mauvaise humeur. La fusion avec le géant technologique japonais Kurosawa Systems a échoué ce matin. Il cherche un sac de frappe. Maya hocha la tête et se dirigea vers la cuisine. Les surfaces en acier inoxydable scintillaient sous les lumières fluorescentes cruelles, un contraste frappant avec la lueur chaude et tamisée de la salle à manger. Alors qu'elle dressait l'amuse-bouche, son esprit divaguait. Il y a 3 ans, Maya ne servait pas des tables. Elle était assise à elle, ou plutôt assise dans les arrière-salles derrière elle. Elle avait été analyste linguistique pour une firme de renseignement privé contractée par l'ONU. Elle était une hyper-polyglotte, capable de parler 12 langues couramment et de comprendre les nuances de 8 autres. Elle ne traduisait pas juste les mots. Elle traduisait l'intention. Elle pouvait entendre un mensonge dans l'inflexion d'un verbe russe. Elle pouvait détecter une menace cachée dans la politesse d'une salutation en mandarin. Mais le travail de renseignement était dangereux. Elle avait entendu quelque chose qu'elle n'était pas supposée entendre concernant un accord d'armes à Zurich. Un avis de brûlure fut émis. Son identité fut effacée, ses comptes bancaires gelés. Pour survivre, elle avait dû disparaître. Maya Linwood était le nom sur son faux passeport. L'uniforme de serveuse était de son camouflage. « Commande prête !» cria le chef, claquant une assiette de coquilles Saint-Jacques sur le passe. Maya prit une profonde inspiration. Elle ramassa le plateau. Le poids était familier. Ce soir était juste une autre nuit de survie. Elle devait juste garder la tête baissée, faire le travail et rentrer chez elle dans son petit appartement courant d'air à Hackney. Mais alors qu'elle poussait les doubles portes pour retourner dans la salle à manger, l'atmosphère avait changé. L'air se sentait plus lourd. Les lourdes portes en chêne à l'avant du restaurant s'ouvrirent en grand. 4 hommes en costume sombre entrèrent en premier. Sécurité privée. Ils scannèrent la pièce avec des yeux exercés. Mia reconnut le renflement des armes de Port dissimulées sous leur veste. Puis il entra. Austin Pemsley, le PDG d'Ether Dynamics. Il était plus grand qu'il n'y paraissait à la télévision, avec une mâchoire qui pouvait couper le verre et des yeux qui semblaient avoir été taillés dans la glace. Il valait 6 milliards de dollars et il marchait comme s'il possédait non seulement le sol sous ses pieds,
mais l'oxygène que tout le monde respirait. À son bras se trouvait une femme que Maya reconnut instantanément, mais pas des tabloïds. C'était Elena Vulov. La presse l'appelait un mannequin. Maya la connaissait comme la fille d'un fabricant d'armes serbe. Ce n'est pas un rendez-vous, pensa Maya, son pouls s'accélérant alors qu'elle se dirigeait vers la table 4. C'est une négociation. Se racle la gorge. Austin s'assit, enlevant son manteau en cachemire, sans regarder si quelqu'un était là pour l'attraper. Un commis se précipita pour l'attraper avant qu'il ne touche le sol. Austin ne le remercia pas. Whisky, le Macallan 50. Laissez la bouteille. Austin commanda, sa voix résonnant à travers la pièce silencieuse. Maya s'approcha de la table. Elle posa les serviettes avec une précision chirurgicale. « Bonsoir, Monsieur Pensley. » Mademoiselle Volkoff, Austin leva les yeux, agacé que le meuble parle. « Je n'ai pas encore commandé. »« Eau pour la table, monsieur. » Meir dit doucement. « Pétillante, » dit Elena. Son accent était épais, intentionnellement exagéré. Elle se tourna vers Austin. « Alors l'accord japonais, il est mort. » Austin ricana, desserrant sa cravate. « Mort? Je l'ai tué. Il voulait une surveillance. Personne n'a de surveillance sur mes algorithmes. » Maya versa l'eau. Sa main était stable, mais ses oreilles étaient accordées à une fréquence dont Austin Pemley ne connaissait pas l'existence. Alors qu'elle versait, Elena se pencha et chuchota quelque chose en serbe à Austin. On Genevosan Ali on Enzanaza Istanbul. Il est nerveux, mais il ne sait pas pour Istanbul. Austin rit, ne comprenant clairement pas le serbe, mais appréciant l'attention. Anglais, Elena. Tu sais que je ne parle pas ce langage d'espion. J'ai dit que tu es très fort, Austin. Elena mentit sans effort en anglais souriant comme un requin. Les yeux de Maya se plissèrent légèrement. Istanbul. Pourquoi la fille d'un trafiquant d'armes parlait-elle d'Istanbul à un magnat de la technologie? Maya finit de verser et recula. Elle aurait dû s'éloigner. Elle aurait dû retourner à la cuisine et rester invisible. Mais ses instincts, dormant depuis 3 ans, hurlaient. Elle s'attarda une seconde de trop. Austin la surprit à regarder. « Puis-je vous aider? » Austin claqua. « Ou êtes-vous juste fasciné par les gens qui comptent réellement? » Maya cligna des yeux, revenant à la réalité. « Mes excuses, monsieur. J'attendais juste de voir si vous vouliez entendre les plots du jour. Je ne veux pas de plots du jour. Je veux de la compétence. » Austin ricana. Il regarda Elena. « Vous voyez ça? C'est difficile d'obtenir de l'aide de qualité de nos jours. Ils regardent tous. Peut-être qu'elle t'aime. » Elena taquina, faisant tournoyer ses cheveux. Austin tourna sa chaise entièrement vers Mia, la regardant de haut en bas avec un rictus amusé. Il repéra le livre qui dépassait légèrement de la poche de son tablier. Un petit livre de poche abîmé qu'elle lisait dans le bus. C'était un recueil de poèmes de Rumi en personne originale. Il tendit la main et l'arracha avant qu'elle ne puisse réagir. « Hé, dit Maya, rompant le protocole. » Austin tint le livre, plissant les yeux sur l'écriture. « Qu'est-ce que c'est? »« Pâté de poulet. »« C'est du personne, monsieur, » dit Mia, sa voix se crispant. « S'il vous plaît, rendez-le. » Austin rit, jetant le livre sur la table près du beurrier. Il atterrit dans une tache de graisse. « Personne? Quoi? Étudiez-vous pour être terroriste ou aimez-vous juste faire semblant d'être intelligente? » Maya fixa la graisse qui s'imprégnait sur la couverture de son livre. C'était la seule chose qu'elle avait laissée de son père. La chaleur monta dans son cou. « Je parle 10 langues, monsieur Pemsley, » dit Maya. Les mots sortirent avant qu'elle ne puisse les arrêter. Je lisais de la poésie. La table devint silencieuse. Austin la fixa. Puis un sourire lent et cruel se répandit sur son visage. Austin Pemsley ne rit pas juste. Il joua une performance. Il claqua ses mains l'une contre l'autre, attirant l'attention des tables voisines. Le sénateur Jacobs à la table 5 et le PDG de British Petroleum à la table 3. As-tu entendu ça, Elena? Austin tonna. Elle parle 10 langues.
Nous avons une érudite parmi nous. Elena gloussa, bien que ses yeux restassent froids et vigilants. Elle alluma une cigarette fine, soufflant la fumée vers Maya. Impressionnant. Mais si tu es si intelligente, pourquoi m'apportes-tu du pain? C'est la question du siècle. Austin ricana. Il ramassa son verre de vin, faisant tourbillonner le liquide. Laissez-moi deviner, vous avez regardé quelques vidéos YouTube. Peut-être avez-vous appris bonjour et où est la salle de bain en espagnol et italien et avez décidé, vous êtes une linguiste. Non, monsieur, dit Maya, sa mâchoire serrée. Elle tendit la main vers son livre, mais Austin posa sa main dessus. Ah, 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 Austin réprimanda. Vous avez fait une affirmation. Maintenant, vous devez la prouver. Je suis un homme d'affaires, chérie. Je traite avec la vérification. Vous dites que vous parlez 10 langues. Je dis que vous êtes une menteuse qui veut un pourboire plus grand. Henry, le manager, se précipitait, son visage pâle. Monsieur Pensley, y a-t-il un problème? Cette employée vous dérange-t-elle? Non, Henry. Bien au contraire, annonça Austin. Nous avons un spectacle de talent. Votre serveuse ici prétend être un génie. Je teste juste la marchandise. Maya, grogna Henry, la saisissant par le bras. Cuisine maintenant. J'attendais, Austin commanda. Sa voix perdit son humour et devint tranchante. Elle reste. Je veux être diverti. Austin regarda Maya, ses yeux prédateurs. D'accord, génie. Divertissez-moi. Dites quelque chose en mandarin. Maya resta immobile. C'était le moment. Elle pouvait partir, se faire virer et garder sa couverture, ou elle pouvait sauver un morceau de sa dignité. La graisse sur le livre de son père se répandait. Le mandarin est tonal, dit Maya, sa voix stable. Le contexte compte. Dites juste quelque chose, Austin aboya. Maya le regarda dans les yeux, chin défenu. Votre arrogance sera votre tombe. Elle le dit avec une prononciation parfaite, les tons nets et natifs. Austin cligna des yeux. Il ne comprit pas le sens, mais il entendit la fluidité. Il couvrit sa confusion d'un sarcasme. Ça sonne comme du bruit. N'importe qui peut mémoriser une phrase. Quoi d'autre? Français. Tout le monde connaît le français. Le français est facile, dit Maya. Mais peut-être préféreriez-vous quelque chose de plus pertinent à votre situation actuelle. Elle regarda Elena. Elena se figea, la cigarette à mi-chemin de sa bouche. Qu'est-ce que cela est supposé signifier? Austin demanda, fronçant les sourcils. Cela signifie, dit Maya, passant à l'allemand, mais pas à l'allemande standard. Elle glissa dans le dialecte guttural épais du canton bancaire suisse, Zurich. Les comptes aux îles Caïmans ne sont pas aussi sécurisés que vous le pensez, surtout quand votre partenaire écrème le dessus. Austin la fixa. Il parlait allemand. Il l'avait étudié au pensionnat, mais elle le parlait si vite, avec un accent régional si spécifique, qu'il ne saisit que les mots « compte » et « sécurisé ». « Qu'avez-vous dit ?» Austin demanda. « J'ai dit que votre vin respire bien, monsieur. » M'a menti doucement en anglais. Austin claqua sa main sur la table. « Ne jouez pas à des jeux avec moi. Vous essayez de m'arnaquer. Je reconnais un escroc quand j'en vois un. » Il tendit la main dans la poche de sa veste et sortit une pince à billets. Il détacha 5 billets de 100 et les jeta par terre au pied de Demir. « Tiens, Austin ricana, c'est plus que ce que vous gagnez en un mois. Ramassez-le. Admettez que vous êtes une fraude qui a mémorisé quelques lignes d'une application de traduction et sortez de ma vue. » Le restaurant était silencieux comme la mort. Tous les yeux étaient sur Mia. L'humiliation était physique. Cela ressemblait à une gifle. Les billets gisaient éparpillés sur le tapis coûteux. Henry tremblait. « Mia, ramasse-le et excuse-toi immédiatement. » Mia regarda l'argent. Puis elle regarda Elena. Elena regardait Austin avec un mélange de mépris et d'amusement. Elena se pencha vers Austin et chuchota de nouveau, cette fois en russe, supposant que la serveuse qui connaît le mandarin et l'allemand ne pouvait possiblement pas connaître le dialecte d'une ville minière sibérienne éloignée.
C'est un fou. Dès que le virement sera effectué ce soir, mon père prendra la compagnie. Il ne possédera même plus la chemise sur son dos. Le temps s'arrêta pour Mayer. Le virement ce soir. L'Obsidian n'était pas juste un dîner. C'était la cérémonie de clôture d'un cambriolage. Austin Pimsley, pour toute son arrogance et sa brillance en codage, était manipulé. Il était sur le point de perdre Ether Dynamics à un syndicat d'armes serbes. Si Maya parlait, elle révélait sa couverture. Les gens pour qui Elena travaillait, le syndicat Fulov, étaient les mêmes personnes qui avaient émis l'avis de brûlure sur Maya il y a 3 ans. Si elle révélait qu'elle comprenait ce dialecte russe, Elena saurait exactement qui elle était. Maya serait morte dans les 48 heures. Mais si elle ne disait rien, l'homme qui venait de jeter de l'argent à ses pieds serait détruit, qu'il soit détruit. Une voix dans sa tête dit « C'est un monstre. Il t'a humilié. » Maya regarda Austin. Il souriait, attendant qu'elle s'agenouille pour l'argent. C'était un connard arrogant, mais il était un civil innocent dans le monde de l'espionnage. Maya fit son choix, elle ne se pencha pas pour l'argent. Elle passa par-dessus. Elle marcha directement jusqu'à la table, entrant dans l'espace personnel d'Austin. Les gardes de sécurité tressaillirent, s'avançant, mais Austin leva une main pour les arrêter. Il voulait voir ce que ferait la petite serveuse. Maya posa ses mains sur la table, se penchant de sorte que son visage était à quelques centimètres du sien. « Je ne veux pas votre argent, Monsieur Pimsley, » dit-elle doucement. « Alors que voulez-vous? » « Des excuses, Austin rit. « Non, dit Maya. Elle déplaça son regard vers Elena. Les yeux d'Elena s'écarquillèrent. Mia parla, mais pas à Austin. Elle parla à Elena, et elle n'utilisa pas le mandarin ou l'allemand ou l'anglais. Elle parla en serbe, spécifiquement l'argot de rue utilisé par la famille criminelle Volkov. Dites à votre père que le fantôme d'Odessa lui envoie ses salutations, et s'il touche les comptes Pimley ce soir, je publierai les journaux de vol du dépôt de Zurich. La couleur quitta le visage d'Elena si vite qu'elle ressembla à une statue de cire. Sa cigarette tomba de ses doigts sur la nappe, brûlant un petit trou noir dans le lin blanc. Se racle la gorge. Austin regarda entre eux, confus. L'arrogance disparut, remplacée par la confusion. « Quoi? Qu'est-ce que vous venez de lui dire? » Maya se redressa, broussant des miettes invisibles de son tablier. Elle regarda Austin, son expression illisible. « Je lui ai demandé si elle voulait plus d'eau pétillante, monsieur, » dit Mia froidement, « mais je pense qu'elle a perdu l'appétit. » Elle tourna sur son talon et s'éloigna, laissant l'argent par terre et un milliardaire sans voix à sa table. Mais la nuit était loin d'être finie. Maya savait qu'elle venait d'allumer une mèche. Elle avait environ 5 minutes avant qu'Elena Vulov ne passe un coup de fil qui transformerait l'Obsidian en zone de mort. Mia fit irruption dans la cuisine. « Henry, je prends ma pause maintenant. »« Vous êtes viré. » Henry cria à son dos. « Bien, » murmura Maya, attrapant son manteau et se dirigeant vers la sortie arrière. Moins de paperasse. Elle poussa la porte arrière de l'allée, sortant sous la pluie fraîche de Londres. Elle devait courir. Mais alors qu'elle tournait le coin de l'allée, un SUV noir bloqua son chemin. La fenêtre descendit. Ce n'était pas les Russes, c'était le chef de la sécurité d'Austin Pimsley. « Montez !» dit l'homme, pointant un pistolet silencieux sur sa poitrine. « Monsieur Peeler a quelques questions. » L'intérieur du SUV sentait le cuir neuf et la tension rance. Maya était assise sur la rangée du milieu, flanquée du chef de la sécurité, un homme dont le badge d'identité indiquait Garrick. Il tenait l'arme avec une prise relâchée qui l'effrayait plus qu'une prise tremblante ne l'aurait fait. Cela signifiait qu'il l'avait utilisée suffisamment pour être à l'aise avec elle. Austin Pimsley était assis sur le siège passager avant, tordu pour lui faire face. La cloison entre eux et le chauffeur était levée. Dehors, les rues de Londres se brouillaient en traînées de néons et de pluie. « Qui êtes-vous? » Austin demanda. L'arrogance était toujours là, mais elle était fragile maintenant.
Et ne me dites pas que vous êtes une serveuse. Les serveuses ne font pas qu'Elena Vulov ressemble à une personne ayant vu un fantôme. Maya ne répondit pas immédiatement. Elle comptait les virages. À gauche sur Regent, à droite sur Oxford, se dirigeant vers Knightsbridge. Ils allaient à son attique. « Je vous l'ai dit Maya calmement, gardant ses mains visibles sur ses genoux. « Je suis quelqu'un qui vient de vous sauver 500 millions de dollars, ou tout ce qu'il y avait dans ce compte sécurisé dont vous vous vantiez. » Austin laissa échapper un rire aigu et incrédule. « Vous pensez que vous m'avez sauvé? Vous venez de me coûter le rendez-vous le plus chaud de l'année. » Elena s'est enfuie par la porte arrière avant que je ne puisse même payer la note. Elle n'a pas couru parce qu'elle était timide. Austin Maya dit en utilisant son prénom. Cela agit comme une gifle. Il se raidit. Elle a couru pour appeler un homme nommé Victor Vulov, son père. Austin fronça les sourcils. Victor est un homme d'affaires légitime. Il importe de l'acier, il importe des missiles surface-air et lave de l'argent pour des régimes que vous ne pouvez même pas trouver sur une carte. Maya répliqua. Et ce soir, sa cible n'était pas un régime. C'était Ether Dynamics, spécifiquement votre code propriétaire pour la navigation autonome de drones. Le visage d'Austin changea. La mention du code de drone toucha une corde sensible. C'était son joyau de la couronne, la technologie qui l'avait rendu milliardaire. Elle était inédite, top secrète et supposément isolée. « C'est impossible », Austin chuchota. « Personne ne sait pour la mise à jour de navigation. C'est sur un serveur fermé. Elena sait. Maya dit qu'elle vous travaille depuis 3 mois. La rencontre accidentelle au gala de charité. L'intérêt pour vos hobbies, l'accord japonais qui a échoué ce matin. Ce n'était pas de la malchance, c'était Vulov qui nettoyait le tableau pour que vous soyez vulnérable et ivre ce soir. » Austin la fixa. La voiture heurta un nid de poule, mais il ne cligna pas des yeux. Les pièces s'assemblaient dans son esprit mathématique brillant. Il avait été joué, et par une femme qu'il pensait n'être qu'un trophée. « Pourquoi devrais-je croire une serveuse? » Austin demanda, sa voix plus basse. « Parce que je parle la langue des menteurs, dit Maya. Et parce que si vous ne vérifiez pas vos journaux de serveurs dans les 10 prochaines minutes, vous ne posséderez plus votre entreprise d'ici le matin. » Austin se tourna vers Garrick. « Donnez-lui l'ordinateur portable. » Garrick hésita. « Monsieur, c'est une entité hostile. Nous ne l'avons pas examiné. Donnez-lui le sacré ordinateur portable, Garrick. » Austin cria. Garrick ringana son arme et sortit un ordinateur portable mince en fibre de carbone d'un sac sous le siège. Il le tendit à Maya, mais garda sa main près de son étui. Mia l'ouvrit. « Mot de passe? » Austin hésita. « C'est une empreinte digitale biométrique. » Il tendit la main par-dessus le siège et pressa son pouce sur le scanner. L'écran s'anima. Les doigts de Maya volèrent sur le clavier. Elle ne ressemblait plus à une serveuse. Sa posture était droite, ses yeux dardant sur des lignes de code avec la vitesse d'un prédateur scannant d'un paysage. « J'accède à vos journaux de trafic externe, » Maya narra, sa voix dénuée d'émotion. « Vous avez une IP masquée qui ping votre serveur toutes les 30 secondes. Elle contourne le pare-feu en utilisant une clé d'authentification. » « Impossible !» Austin respira. « Seul moi ai la clé. Vous et quiconque a accès à vos appareils physiques, » dit Maya. « Elena a-t-elle déjà passé la nuit? A-t-elle déjà eu 5 minutes seule avec votre téléphone? Ou peut-être a-t-elle juste cloné votre badge RFID en vous serrant dans ses bras? » Mia appuya sur Entrée. Une boîte de dialogue rouge apparut à l'écran. Utilisateur admin fantôme initie le transfert. Progression 85%. Mon Dieu, Austin chuchota. La couleur quitta son visage, le laissant paraître plus vieux, plus petit. Il drainait de la liquidité et copine de code source. Arrêtez, Austin ordonna. Éteignez-le. Je ne peux pas l'éteindre de l'extérieur, dit Maya, tapant furieusement. Ils ont un verrou miroir. Si je coupe la connexion, cela supprime vos fichiers originaux.
C'est un interrupteur suicide. Ils ont pensé à tout. Alors je perds. La voix d'Austin se brisa. Tout ce que j'ai construit, Maya regarda la barre de pourcentage. 88%. Non, dit-elle, nous ne l'éteignons pas. Nous lui donnons du poison. Elle regarda Austin. J'ai besoin d'autorisation pour télécharger un paquet de fichiers corrompus dans le répertoire Racine. Cela ressemblera au code source, mais quand ils essaieront de le compiler, cela bloquera leur système entier. C'est une bombe logique. Mais se racle la gorge, cela détruira aussi votre copie originale sur le serveur. J'ai une sauvegarde, dit Austin rapidement. Faites-le. Brûlez-le. Maya tapa une commande. Exécuter. L'écran clignota. La barre de pourcentage se figea à 91%. Puis la connexion fut terminée. Transfert échoué. Connexion perdue. Mia expira une longue respiration tremblante. Elle ferma l'ordinateur portable et le rendit à Garrick. « C'est fait, dit-elle. Ils n'ont rien obtenu d'autre que des données indésirables. Vous êtes en sécurité. » Austin s'affala sur son siège. Il regarda le toit de la voiture, respirant difficilement. Pendant un long moment, il y eut un silence dans le SUV, sauf pour le bourdonnement du moteur. Puis Austin se retourna. Il regarda Maya. Vraiment la regarda pour la première fois. Se racle la gorge. Il ne vit pas le tablier ou l'uniforme bon marché. Il vit l'intelligence, l'acier, la capacité épuisée. « Qui êtes-vous » demanda-t-il de nouveau, cette fois avec une admiration sincère. « Cela n'a pas d'importance, » dit Maya. « Je veux juste être déposé au prochain coin. J'ai besoin de disparaître. » « Disparaître » Austin secoua la tête. « Vous venez de déclarer la guerre au syndicat Volkov. Vous pensez qu'ils vont vous laisser partir? Elena sait que vous êtes intervenu. Vous avez parlé le dialecte. Ils savent que vous êtes un agent. » Maya regarda par la fenêtre. Il avait raison. Elle s'était exposée pour sauver un homme qui l'avait moqué. « Alors je courrais, dit Maya. Je suis doué pour courir. » « Non, dit Austin fermement. Il tapota la cloison. « Chauffeur, changement de plan. Nous n'allons pas à l'attique, c'est trop évident. »« Où allons-nous, monsieur? » demanda le chauffeur. « Emmenez-nous à la boîte noire, dit Austin. Les yeux de Garrick s'écarquillèrent. « Monsieur, la boîte noire n'est pas prête. Elle n'a pas de personnel. Elle a des murs et une liaison satellite T1, dit Austin. Et en ce moment, c'est le seul endroit qu'Elena Vulov ne connaît pas. » Austin regarda Maya. « Vous avez sauvé mon entreprise. Je ne vous laisserai pas vous faire tuer pour cela. Vous travaillez pour moi maintenant. » « Je n'ai pas besoin d'un travail, Maya claqua. « Ce n'est pas une offre d'emploi, dit Austin sombrement, alors que la voiture prenait un virage serré sur une rampe d'autoroute accélérant. C'est une stratégie de survie, car regardez derrière nous. » Maya se retourna à travers le pare-brise arrière. Elle vit deux paires de phares zigzaguer dans le trafic, réduisant la distance rapidement. C'étaient des véhicules de poursuite agressifs. « Ils nous ont trouvés, » dit Garrick, armant la culasse de son pistolet. « Tenez bon, » Austin dit, serrant la poignée. Maya ne cria pas. Elle ne paniqua pas. Elle tendit simplement la main, prit le chargeur de rechange de la ceinture de Garrick sans demander, et le pesa dans sa main. « Conduisez vite, dit-elle au chauffeur, et ne vous arrêtez pas au feu rouge. » La boîte noire était une structure en béton laide et brutaliste à la périphérie de Londres, anciennement un bunker de stockage de données pour le ministère de la Défense. Austin l'avait acheté il y a 2 ans pour en faire une ferme de serveurs, mais actuellement ce n'était qu'une forteresse de ciment froid et de portes en acier. Le SUV grinça dans le quai de chargement souterrain. Les volets métalliques s'abattirent derrière eux juste au moment où des balles rebondissaient sur l'extérieur renforcé. « Ils sont dehors » aboya Garrick, sautant de la voiture. « Je dois sécuriser le périmètre. » Austin trébucha hors de la voiture. Il tremblait. L'adrénaline de la course s'était dissipée, le laissant avec la froide réalité que des gens essayaient de le tuer. Il regarda son costume cher, maintenant froissé, et ses chaussures italiennes raclant sur le sol en béton sale.
Maya était déjà en mouvement. Elle vérifiait les sorties, ses yeux cherchant des avantages tactiques. « Y a-t-il une ligne fixe? » Maya demanda. « Mon téléphone est jetable, mais ils peuvent suivre le signal si je le garde allumé. »« À l'étage, » Austin dit, pointant un escalier en acier. « La salle de contrôle, elle a une ligne fixe. » Ils montèrent les escaliers en courant, le son de leurs pas résonnant dans le vaste silo vide. La salle de contrôle était une boîte vitrée surplombant l'étage des serveurs. Elle était remplie de moniteurs, la moitié d'entre eux déconnectés. Austin s'effondra sur une chaise pivotante. « D'accord, nous sommes en sécurité ici. Les murs ont 3 pieds d'épaisseur. Personne n'entre sans un scanner rétinien. » Austin Maya dit, debout près de la fenêtre, regardant en bas vers le quai de chargement. Elena Volkov ne frappe pas. Elle a une équipe de mercenaires experts sur sa liste de paye. Les murs ne sont qu'un délai. « Alors, que faisons-nous? » Austin demanda. Il avait l'air impuissant. Le maître de l'univers était soudainement un enfant perdu dans un supermarché. « Nous avons besoin d'un levier, » dit Maya. « Nous avons arrêté le vol, mais ils vous veulent toujours morts parce que vous en savez trop. Nous devons leur donner une raison de reculer. »« Un argent, » Austin suggéra. « Je peux les payer. Vous ne pouvez pas payer des hommes comme Vulov, » dit Maya. « Vous devez les menacer. J'ai besoin d'accès aux fichiers que vous avez sur la fusion Kurosawa. »« Pourquoi? »« Parce que Vulov l'a saboté, » expliqua Maya, arpentant la petite pièce, ce qui signifie qu'il a laissé une empreinte. Si je peux trouver la trace numérique reliant Vulov au sabotage d'un conglomérat japonais, je peux l'envoyer à l'agence de renseignement japonaise. Vulov peut gérer la police. Il ne peut pas gérer les Yakuza et le gouvernement japonais qui s'en prennent à ses actifs en Asie. Austin hésita. Cela implique de vous donner accès à tout. Mes emails personnels, mes disques chiffrés. Mia arrêta d'arpenter. Elle se pencha sur la console, son visage à quelques centimètres du sien. Ses yeux étaient durs. « Austin, il y a 2 heures, vous avez ri de moi à cause de mon tablier. Vous avez jeté de l'argent à mes pieds. Maintenant, je suis la seule chose qui se tient entre vous et une balle dans le cerveau. Me faites-vous confiance? Ou voulez-vous mourir avec vos secrets? » Austin la regarda. Il vit la détermination sur son visage. Il vit l'intelligence qu'il avait si cruellement ignorée. Il tapa son mot de passe-maître. « Accès accordé », chuchota-t-il. Maya s'assit. « Garrick » cria-t-elle dans l'interphone. « Combien de temps avons-nous? » La voix de Garrick crépita sur le haut-parleur, accompagnée du son de lourds coups contre les portes extérieures. Il place des charges sur le volet principal. Peut-être 5 minutes avant qu'il ne fasse effraction. 5 minutes, murmura Maya. Je peux faire 5 minutes, elle commença à taper. Ce n'était pas le picotage maladroit d'une serveuse. C'était la performance virtuose d'une analyste maîtresse. Elle fit apparaître les données brutes de la fusion échouée. Elle filtra les anomalies. Là, dit-elle, pointant une chaîne de code. Voyez cet horodatage? Ce n'est pas une erreur standard. C'est une injection à distance. Cela ressemble à du carabia. Austin dit que c'est de la stéganographie. Maya dit de l'écriture cachée. Ils ont caché la commande à l'intérieur d'un fichier image joint à un email envoyé à votre directeur financier. Qui a envoyé l'email? Elle traça l'IP. Elle a rebondi à travers 3 proxys. Estonie. Amandamae. Estonie, Panama, ici. Un cabinet d'avocats à Londres? Austin demanda, lisant l'adresse. Pas juste un cabinet d'avocats, dit Maya d'un air sombre. C'est la société écran que Vulov utilise pour ses entreprises légitimes. Si je déchiffre ce paquet, je peux prouver que l'ordre est venu de son ordinateur personnel. Faites-le, Austin dit. J'ai besoin d'une clé, dit Maya, mordant sa lèvre. J'ai besoin de quelque chose qui connecte le code à lui. Un motif répétitif. Poésie, Austin dit soudainement. Maya le regarda. Quoi? Elena? Austin dit. Elle me citait de la poésie, des trucs bizarres sur la guerre et les aigles. Elle disait que son père aimait ça.
L'esprit de Maya retourna à son propre livre, celui qu'Austin avait graissé. Rumi était-ce de la poésie épique serbe? Maya demanda. Je ne sais pas, Austin dit. Elle n'arrêtait pas de dire la couronne de montagne. Quelque chose à propos d'une couronne. Les doigts de Maya volèrent. Gorski Vijanak, c'était un célèbre poème serbe. Se racle la gorge. Elle essaya des combinaisons de lignes du poème comme clé de déchiffrement. Tentative 1, échouée. Tentative 2, échouée. Boum! L'Herschel se racle la gorge, bâtiment trembla. La poussière pleuvait du plafond. Ils firent effraction dans la porte extérieure. Garrick cria à travers l'interphone. Retour vers la cage d'escalier. Je ne peux pas les retenir longtemps. Maya, Austin cria. Ahuna. La panique montant dans sa voix. Calme, Maya commanda. Elle ferma les yeux. Elle pensa comme une espionne. Elle pensa comme un trafiquant d'armes nationalistes. Quelle ligne utiliserait-il? Que ce soit ce qui ne peut être. Une ligne célèbre du poème. Elle la tapa en serbe. Neka bouddhiste mosquée accordée. Les fichiers se déverrouillèrent. Le voilà, l'arme du crime. Des ordres directs de Victor Vulov de saboter Ether Dynamics, autorisé avec sa signature numérique. Je l'ai, dit Maya. Envoyez-le. Austin cria. Pas encore, dit Maya. Elle attrapa le microphone du système de sonorisation du bâtiment. Que faites-vous? Négociez, dit Maya. Elle actionna l'interrupteur qui diffusa sa voix vers le quai de chargement en dessous, où les mercenaires échangeaient actuellement des tirs avec Garrick. Attention, la voix de Maya résonna à travers le hangar en béton, déformée par les haut-parleurs, mais impérieuse. Elle passa aux Russes. Ceci est le fantôme. Dites à votre commandant de vérifier son email. Je viens d'envoyer un paquet au serveur sécurisé de Tokyo de Kurosawa Systems. Il contient la preuve de son interférence. Des coupes de feu résonnèrent en dessous, puis ralentirent. Cependant, continua Maya, j'ai mis un délai sur la publication au public et à la base de données d'Interpol. Si vous faites un pas de plus vers cette pièce, ou s'il arrive quoi que ce soit à M. Pellet, le fichier devient global. Victor Vulov perdra tout son marché asiatique. Est-ce que tuer un milliardaire vaut 5 milliards de dollars d'actifs? Silence. Les tirs cessèrent complètement. Dans la salle de contrôle, Austin retint son souffle. Il regarda Maya. Elle transpirait, ses cheveux collés à son front, mais sa main sur le microphone était aussi stable qu'un roc. Un téléphone sonna. Pas le fixe. C'était le portable d'Austin. Il regarda l'écran. Appelant inconnu. Répondez, chuchota Maya. Mettez-le sur haut-parleur. Austin tapota l'écran avec un doigt tremblant. Bonjour. Une voix rauque et profonde remplit la pièce. Cela sonnait comme des pierres qui grincent. Monsieur à Pemsley, dit la voix. C'était Victor Volkov. Vous avez engagé du personnel très intéressant. Elle n'est pas du personnel, Austin dit, sa voix étonnamment forte. C'est ma partenaire. Maya le regarda, surprise. Votre partenaire fait un argument convaincant. Volkov dit, le marché japonais m'est précieux, plus précieux que votre ego. Rappelez vos chiens, Austin dit. Mes hommes partent, Vulov dit. Mais soyez prévenus, Austin. Vous jouez un jeu que vous ne comprenez pas. Vous avez peut-être gagné la main, mais le jeu m'appartient. Nous verrons, Austin dit. Et dites à la femme, frisson. Folk fit une pause. Dites au fantôme que les morts devraient rester morts. Si elle refait surface, je ne me soucierai pas de l'argent. Je brûlerai le monde pour la trouver. La ligne se coupa. Austin laissa tomber le téléphone sur le bureau. Il s'affala en avant, enfouissant sa tête dans ses mains. En dessous, le son des moteurs qui tournaient résonna. Les pneus grincèrent alors que les SUV reculaient. La voix de Garrick arriva par l'interphone, haletante. Il recule. Nous sommes clairs. Répète. Nous sommes clairs. Maya se pencha en arrière dans sa chaise. Le coup d'adrénaline la frappa comme une vague. Ses mains commencèrent à trembler.
Elle regarda son uniforme de serveuse. Il était taché de graisse, de poussière et de sueur. Austin leva la tête. Il se leva et marcha vers elle. Il ne la regarda plus comme un milliardaire regardant une servante. Il la regarda comme un homme regardant son sauveur. « Vous avez sauvé ma vie, » dit Austin doucement, « et mon entreprise. »« Je me suis sauvé, » dit Maya, sa voix creuse. « Il sait que je suis vivante maintenant. Je dois y aller. Je dois quitter Londres ce soir. » Elle se leva pour partir. « Non, » Austin dit. Il se posta devant elle, bloquant la porte. « Écartez-vous de mon chemin, Austin. » Maya avertit. « Je ne joue pas à des jeux. »« Moi non plus, » Austin dit. « Vous ne pouvez pas courir. Vous Love a des yeux partout. Si vous sortez seul, vous êtes morte dans une semaine. Vous avez besoin de ressources. Vous avez besoin de protection. » Se racle la gorge. Vous avez besoin d'invisibilité. J'avais de l'invisibilité jusqu'à ce que vous la ruiniez, dit Maya amèrement. Je sais et je suis désolé, Austin dit. C'était la première fois de sa vie qu'il s'excusait sincèrement auprès de quelqu'un. Mais je peux arranger ça. J'ai la meilleure technologie sur Terre. J'ai des milliards de dollars. Je peux vous donner une nouvelle vie. Ou il fit une pause. Ou quoi? Maya demanda. Ou nous pouvons arrêter de courir. Austin dit, une lueur dangereuse revenant dans ses yeux. Vous connaissez son dialecte. Vous connaissez ses opérations. J'ai l'argent et la technologie. Nous ne nous contentons pas de survivre à Falov. Nous le faisons tomber. Maya le fixa. C'était insensé. C'était un suicide. Mais en regardant l'homme qui avait été un fou pompeux quelques heures auparavant, elle vit autre chose. Elle vit un homme qui venait de regarder la mort en face et refusa de cligner des yeux. Elle vit un allié potentiel, et elle était fatiguée de courir. La 5e partie va être chère, Maya dit, un petit sourire fatigué touchant ses lèvres. Austin sourit. Ce n'était pas le sourire cruel du restaurant. C'était le sourire d'un conspirateur. Je suis un milliardaire, Austin dit. Je peux me le permettre. 6 mois s'étaient écoulés depuis la nuit dans l'allée. La serveuse nommée Maya Linwood n'existait plus. À sa place se tenait Maya Vance, la directrice exécutive de la stratégie pour Ether Dynamics. La transformation était absolue. Fini l'uniforme effiloché et l'odeur de graisse rance. Maya portait maintenant des costumes italiens sur mesure qui coûtaient plus cher que son ancien salaire annuel. Ses cheveux étaient coupés en un carré asymétrique net qui encadrait son visage comme un casque. Elle ne marchait pas. Elle glissait à travers les couloirs du quartier général d'Austin comme un requin patrouillant un récif. Mais la peur n'était pas partie. Elle avait juste changé de forme. Austin Pemley se tenait près de la fenêtre du sol au plafond de son bureau au 40e étage, surplombant le skyline de Londres. Il avait l'air fatigué. Les cernes sous ses yeux étaient des ecchymoses sombres. Il cerne la chaîne d'approvisionnement en Malaisie, dit Austin sans se retourner. 3 cargaisons de micro-puces perdues en mer hier. Love nous saigne à blanc, coup par coup. Maya était assise à la table de conférence en acajou, entourée d'écrans. Elle examinait des manifestes d'expédition en Bahasa, indonésiens, les recoupant avec des données satellitaires. « Il n'essaie plus de vous ruiner, Austin, » dit Maya, sa voix froide et détachée. « Il essaie de nous débusquer. Il sait que nous construisons Sentinel. » Sentinel, c'était l'arme. Après la nuit à la boîte noire, Austin et Maya avaient réalisé que jouer la défense était un jeu perdu d'avance. Volov avait trop de ressources, alors ils décidèrent de construire une offensive. Austin écrivit le code et Mir fournit les algorithmes comportementaux. Sentinel était un programme d'IA conçu non pas pour pirater les pare-feux, mais pour pirater les gens. Il suivait les empreintes numériques des organisations criminelles, le blanchiment d'argent, les sociétés écrans, les téléphones jetables, et prédisait leurs prochains mouvements avant qu'ils ne le fassent. C'était l'outil de surveillance ultime, et Volov en était terrifié. « Nous devons lancer le test bêta », dit Austin,
se tournant pour lui faire face. Mais nous avons besoin d'un lieu public, quelque part qu'il ne peut pas faire exploser sans déclencher la Seconde Guerre mondiale. Le sommet mondial de l'énergie à Vienne. Maya suggéra, la semaine prochaine, chaque chef d'état-major y sera. La sécurité sera plus serrée que le Pentagone. Si nous dévoilons Sentinelle là-bas, Vulov ne peut pas nous toucher. Austin hocha la tête, mais il semblait hésitant. Et vous? Venez-vous? Je dois, dit Ma. Vulov n'enverra pas de missiles. Il enverra Elelanena. Elle laisse le visage, il laisse le fantôme. Et je suis la seule qui sait comment lui parler. Austin s'approcha de la table. Il posa une main sur la sienne. Ce fut un rare moment d'intimité entre eux. Ils n'étaient pas amants. Ils étaient des soldats dans la même tranchée. Mais le lien était profond. Maya, si nous allons à Vienne, nous entrons dans une fosse aux lions. Vula a des liens profonds en Autriche, d'anciennes connexions de la guerre froide. Je sais, dit Ma, retirant doucement sa main pour taper une commande. Mais les lions sont paresseux, Austin. Ils ne chassent que quand ils pensent que la proie est faible. Nous allons avoir l'air fort. Le voyage à Vienne fut une opération militaire masquée en voyage d'affaires. Ils volèrent sur un jet privé avec une escorte de chasseurs. L'hôtel, l'Imperial Bristol, fut fouillé 3 fois à la recherche de micros avant qu'ils n'entrent. Mais au moment où ils entrèrent dans la salle de bal scintillante de l'Opéra d'État de Vienne pour le gala d'ouverture, Maya sentit les poils sur ses bras se hérisser. La pièce était une mer de diamants, de smoking et de champagne. L'air sentait le parfum cher et l'argent ancien. Un quatuor à cordes jouait Mozart dans le coin. « Restez prêts », murmura Garrick dans son oreillette. Il était en smoking, mais il ressemblait à un rocher serré dans un costume. Austin prit un verre de champagne. Sa main tremblait légèrement. « Je déteste ces gens », chuchota-t-il à Maya. « La moitié d'entre eux sont des criminels dans des costumes meilleurs que le mien. »« Souriez », Maya commanda, scannant la pièce. « Vous êtes le garçon en or. Agissez comme tel. » Elle changea de langue instantanément alors qu'un diplomate japonais s'approchait. « Ambassadeur Tanaka, un plaisir de vous voir. Les cerisiers en fleurs à Kyoto doivent être magnifiques à cette période de l'année. » L'ambassadeur rayonna, distrait. Maya utilisa le moment pour regarder par-dessus son épaule. La voilà. Elena Vulov se tenait près des lourds rideaux de velours du balcon. Elle portait une robe de la couleur du sang frais, dos nue et audacieuse. Elle tenait un fume-cigarette, bien qu'elle ne fumait pas. Elle regardait Austin. Maya toucha son oreillette, cible repérée. « 3 tasards, je la vois, dit Garrick. J'ai 2 hommes qui se déplacent pour intercepter. » « Non, Mia siffla, n'engagez pas. C'est un appât. Mais c'était trop tard. Austin l'avait vu aussi. Et pour une raison que Maya ne pouvait comprendre, Austin n'avait pas l'air effrayé. Il avait l'air coupable. Elena leva son verre vers Austin, un toast silencieux. « J'ai besoin de lui parler, dit Austin, faisant un pas en avant. Austin, non. Maya lui attrapa le bras. C'est ce qu'elle veut. Vous ne comprenez pas, Maya. Austin chuchota, son visage pâle. Il y a quelque chose que je ne vous ai jamais dit sur la première fois que j'ai rencontré son père. Ma se figea. Quoi? Je ne l'ai pas juste rencontré, Austin confessa, sa voix tremblante. Il y a 10 ans, quand je commençais Ether, j'avais besoin de capital. Un investisseur silencieux. Je ne savais pas qui il était. J'ai pris l'argent, Maya. J'ai pris l'argent de Vulov. Maya sentit le sol s'ouvrir sous elle. Vous quoi? Je l'ai remboursé, Austin plaida. Avec intérêt, mais il dit que je lui dois toujours. Il dit qu'Ether lui appartient parce qu'il a arrosé la graine. C'est pourquoi il essaie de vous détruire. Maya réalisa, ce n'est pas des affaires, c'est de la propriété. Vous êtes sa propriété. Avant qu'elle ne puisse traiter la trahison, les lumières dans la salle de bal vacillèrent. La musique s'arrêta. Une voix retentit sur les haut-parleurs. Pas l'annonceur, c'était un message enregistré. « Mesdames et messieurs, veuillez rester calmes. Le protocole de sécurité Alpha est en vigueur.
Veuillez quitter le bâtiment immédiatement. La panique éclata. Le vernis sophistiqué du gala disparut alors que les diplomates et les milliardaires se poussaient les uns les autres vers les sorties. C'est un piratage. Maya cria par-dessus le bruit. Garrick, sécurisez la sortie. Les communications sont brouillées, cria Garrick. Dans le chaos, une phalange d'hommes en uniforme de serveur se déplaça à contre-courant de la foule. Ils ne se dirigeaient pas vers les sorties. Ils se dirigeaient vers Austin. Courez! Maya poussa Austin vers les portes de la cuisine. Ils firent irruption dans la cuisine, pots et casseroles s'entrechoquant, alors que les chefs plongeaient hors de leur chemin. Maya attrapa un couteau à désosser sur un comptoir. Ses mouvements fluides et létaux. Un serveur les chargea. Maya n'hésita pas. Elle esquiva son coup de poing, trancha son avant-bras et lui donna un coup de pied en arrière au genou avec un craquement écœurant. Il tomba en criant en hongrois. « Bougez !» cria-t-elle à Austin. Ils atteignirent le quai de chargement. Une camionnette noire attendait, mais pas pour eux. La porte latérale s'ouvrit. Elena Vulov était assise à l'intérieur, tenant un pistolet silencieux. « Montez, Austin, dit-elle, sa voix ennuyée. Papa veut une réunion de famille. » Maya bondit en avant, mais une fléchette de taser la frappa au cou. Son monde devint blanc, puis noir. La dernière chose qu'elle entendit fut Austin criant son nom et le claquement d'une lourde porte métallique. Maya se réveilla à l'odeur de sel et de diesel. Sa tête se sentait comme si elle avait été fendue avec une hache. Elle était attachée à une chaise, pas une corde. Des attaches zippées en plastique qui lui mordaient les poignets. La pièce oscillait doucement. Un bateau, pensa-t-elle, gros moteur, grondement profond. Nous nous déplaçons vite. Elle ouvrit les yeux. Elle était dans une cabine. C'était opulent, garniture dorée, meubles en velours, mais les fenêtres étaient occultées. Assise en face d'elle, sirotant un espresso d'une délicate tasse en porcelaine, se trouvait Elena Vulov. « Vous avez une tête dure, » Elena dit. « La plupart des gens dorment des heures après cette tension. » M'attesta ses liens serrés. « Professionnel. »« Où est-il? » Maya râla. Sa gorge était sèche. « Austin, il prend son petit déjeuner avec mon père, » Elena dit. « Ils discutent des termes du transfert. C'est en fait assez ennuyeux. Documents légaux, autorisation bancaire. » Il ne signera pas, Maya dit. « Oh, il le fera, » Elena sourit. « Parce que s'il ne le fait pas, nous vous jetons par-dessus bord. Lesté de chaîne, bien sûr. » Maya força sa respiration à ralentir. Elle devait penser, elle devait analyser. « Pourquoi ne m'avez-vous pas tué dans la cuisine? » Maya demanda. « Parce que mon père est curieux, » Elena dit. « Il respecte le talent. Il dit que trouver une hyper-polyglotte avec un entraînement au combat, c'est comme trouver une licorne. Il veut savoir qui vous a entraîné. C'est mon 6e Mossad faisant, Maya dit sèchement. Elena rit. C'était un rire sincère. Vous êtes drôle, j'aime ça. C'est dommage que vous ayez choisi le mauvais camp. Austin Peely est un lâche. Il a construit son empire sur de l'argent sale et a ensuite fait semblant d'avoir les mains propres. Il a fait une erreur. Maya dit qu'il ne savait pas. Il en savait assez pour ne pas poser de questions. Elena compta. Elle se leva et se dirigea vers la porte. « Venez, c'est l'heure du spectacle. » 2 gardes entrèrent. Des hommes énormes avec des tatouages qui les marquaient comme des vétérans des guerres des Balkans. Ils coupèrent des liens de main, mais lui tinrent les bras dans une poigne de fer. Ils la firent de monter 2 volets d'escalier et la menèrent sur le pont. Le soleil était aveuglant. Ils étaient au milieu de la mer Adriatique. L'eau était d'un bleu profond impossible. Le yacht était immense, un palais flottant. Sur le pont supérieur, sous un auvent blanc, était assis Austin Pemsley et un homme qui ne pouvait être que Victor Volkov. Victor était petit. C'était la première chose que Mia remarqua. Il n'était pas un géant comme ses gardes. C'était un petit homme filiforme en costume de laine. Il ressemblait à un grand-père à la retraite, sauf pour ses yeux. Ils étaient matihons, comme des yeux de requin. Austin avait l'air brisé.
Il était penché sur une pile de documents, un stylo à la main. « Ah, l'invité d'honneur, » Victor dit. Sa voix était douce, à peine un chuchotement. Le vent la lui porta. « Laissez-la partir, Victor, » Austin dit, sa voix se brisant. « Je signe. Mettez-la juste dans un canot de sauvetage. »« Signez, » Victor dit agréablement. Austin regarda Meyer. Ses yeux étaient pleins de larmes. « Je suis désolé, Maya. Je vous ai entraîné là-dedans. »« Ne le signez pas, Austin, » Maya dit. L'un des gardes la gifla au visage. Elle goûta le sang. « Manières, » Victor réprimanda le garde, bien qu'il n'ait pas l'air mécontent. Il se tourna vers Maya. « Vous êtes elle qui parle Tislang, le fantôme. » Maya cracha du sang sur le pont en tech coûteux. « corrigea-t-elle. J'en ai appris une nouvelle récemment. » Oh, Victor leva un sourcil. « Et qu'est-ce que c'est? »« Désespoir, » dit Maya. « C'est la langue que vous parlez quand vous réalisez que votre temps est terminé. » Victor ricana. « Mon temps ne fait que commencer, ma chère. Avec les algorithmes d'Austin et mon réseau de distribution, je serai intouchable. Les gouvernements me paieront pour ne pas effondrer leurs économies. » Il montra le papier. Signé Austin ou la fille neige. Austin pressa le stylo sur le papier. « Austin, regardez, Madame !» Maya cria. Elle passa au latin. C'était une langue morte, mais Austin l'avait prise à l'école préparatoire. C'était le seul canal sécurisé restant. Ne signa tempus im. Ne signez pas par le tem. Austin hésita. Il regarda Maya. Il comprit. Le stylo est à court d'encre. Austin mentit, le laissant tomber. Victor soupira. Il claqua des doigts. Elena s'avança avec un autre stylo. « Arrêtez de traîner, » Elena dit. « Je ne traîne pas, » Austin dit. Il se leva. Il regarda Victor. « Je me demande juste. Si je signe ça, vous nous tuez quand même, n'est-ce pas, les témoins? » « Je suis un homme de parole, » Victor dit, étendant ses mains. « Non, vous ne l'êtes pas, » Maya interrompit. Elle regarda les gardes qui la tenaient. Elle reconnut leurs tatouages, spécifiquement l'insigne de l'unité, les Scorpions, une unité paramilitaire qui avait été dissoute pour crimes de guerre. La plupart d'entre eux étaient recherchés par la Haye. Maya regarda le garde à sa gauche. Elle lui parla dans un dialecte croate rural très spécifique, celui utilisé dans le village où son unité avait été basée. « La Haye vient d'augmenter la prime sur votre unité, commandant. 5 millions d'euros pour quiconque le livre. » Le garde se raidit. Il regarda Victor. Victor ne comprit pas le dialecte. Qu'a-t-elle dit? « Elle babille, » dit Elena, bien qu'elle ait l'air méfiante. Maya se tourna vers l'autre garde. Elle parla en albanais, sachant qu'il était probablement un mercenaire d'outre-frontière engagé pour la force. « L'homme à côté de vous va vous tuer une fois que le chef sera payé. Il ne veut pas partager d'apport. » Les deux gardes se regardèrent. La tension fut instantanée. La paranoïa était la monnaie des mercenaires. Silence, Victor claqua. Baïonnez-la. Mais la graine était plantée. La prise sur les bras de Mia se desserra juste une fraction alors que les gardes se regardaient. C'était tout ce dont elle avait besoin. Mia laissa tomber son poids, tordant son corps. Elle balaya la jambe du garde croate, le faisant tomber lourdement sur le pont. Alors que l'Albanais cherchait son arme, elle attrapa le poignet du garde tombé, contrôlant sa main armée, et pressa la gâchette. Bang! Le tir partit au hasard, frappant la table en verre entre Austin et Victor. La table se brisa. Le chaos éclata. « Tuez-la! » Victor cria, plongeant derrière le canapé en cuir blanc. Austin retourna la table pour se couvrir. Maroula, arrachant le pistolet au garde hébété. Elle ne tira pas sur les hommes. Elle tira sur le pont du yacht, spécifiquement sur le dôme radar tournant au-dessus d'eux. L'électronique étincela et explosa. « Vous venez de nous aveugler !» Elena hurla, tirant sa propre arme. « Non !» dit Maya, se couvrant derrière une chaise de pont. « Je viens de leur signaler. »« Signaler qui »
Victor cria de derrière le canapé. Un faible rugissement commença à remplir l'air. Ce n'étaient pas les moteurs du yacht. Cela venait du ciel. 2 hélicoptères de la marine italienne s'élevèrent au-dessus de l'horizon, leur rotor hachant l'air. Ceci est des gardes-côtes italiens. Une voix amplifiée retentit du ciel. « Coupez vos moteurs et préparez-vous à être abordés. » Maya regarda Victor, qui était pâle et tremblant. « Je vous l'ai dit, Austin. » Mac cria par-dessus le bruit des rotors. « J'ai gagné du temps et j'ai envoyé un ping aux autorités maritimes la seconde où je me suis réveillé. »« Comment? » Austin cria. « Vous étiez ligoté. »« Je l'ai cligné, » dit Maya, souriant sauvagement. Du sang sur ses dents. La caméra dans la pièce, se racle la gorge. Cligner le code de détresse. Sentinelle surveillait le flux. Austin commença à rire. C'était un rire hystérique, terrifié. Mais ce n'était pas fini. Victor Voulov se leva. Il tenait un détonateur dans sa main. « Si je ne peux pas l'avoir, » Victor cria, son visage tordu de rage. « Personne ne peut. » Il ne bluffait pas. Le yacht était piégé. Le rugissement des hélicoptères de la marine italienne noya le vent. Le courant descendant fouettait le pont du yacht. Victor Voulov ne recula pas. Il tenait un détonateur en plastique haut, réservoir de carburant. Il cria, ses yeux maniaques. « Une pression et nous sommes tous des cendres. Je ne pourrirai pas dans une cellule. » Austin figea, fixant l'appareil. Maya, il ne bluffe pas. Maya se leva lentement, jetant son pistolet capturé par-dessus bord. « Je sais. » Elle s'avança vers Victor, les mains levées. Je leur ai signalé. « Victor, j'ai cligné le code de détresse dans la caméra de la cabine. C'est fini. Restez en arrière. » Et le pouce de Victor plana au-dessus du bouton. « Je suis un roi. Si je brûle, vous brûlez tous. Les rois ne détruisent pas leur propre royaume, » dit Maya calmement, réduisant la distance. Elle s'arrêta à 10 pieds, verrouillant les yeux non pas avec Victor, mais avec le mercenaire debout directement derrière lui. Le Croate qu'elle avait ébranlé plus tôt. Elle ne parla pas. Elle bougea ses mains dans un mouvement net et précis. Langage des signes, spécifiquement une commande tactique utilisée par son ancienne unité. Cible compromise. Prenez le tir. C'était un pari sur l'autopréservation humaine. Le mercenaire regarda le fou tenant une bombe, puis les mitrailleuses lourdes sur les hélicoptères. Il fit son choix. Bang! Un seul coup perça le bruit. Victor regarda en bas, stupéfait alors que le rouge fleurissait sur sa chemise blanche. Il s'écroula en avant, le détonateur glissant de ses doigts flasques. Maya bondit. Elle plongea, saisissant l'appareil à quelques centimètres du pont en tech. Elle retint son souffle, serrant fermement le boîtier en plastique. Elle n'appuya pas sur le bouton. Le silence revint alors que le mercenaire laissait tomber son arme, se rendant aux autorités en vol stationnaire. Austin tomba à genoux, tremblant. « C'est fini? » Maya posa le détonateur doucement. « C'est fini. » 3 mois plus tard, l'Obsidian bourdonnait de vie. Maya était assise à la table 4, le lieu de son ancienne humiliation. En face d'elle, Austin Pemsley avait l'air différent, plus léger, le bord arrogant remplacé par une confiance tranquille. Un jeune serveur s'approcha avec de l'eau, ses mains tremblantes. Dans sa nervosité, il fit tomber une fourchette par terre avec un grand tintement. Il se figea, terrifié, reconnaissant le milliardaire. Austin ne rit pas. Il sourit chaleureusement. « Ne vous inquiétez pas, mon fils, » dit-il doucement. « Prenez votre temps. Nous ne sommes pas pressés. » Le serveur poussa un soupir de soulagement et s'éloigna en vitesse. « Vous apprenez, Miyanota, sirotant son vin. J'ai eu un bon professeur. » Austin fit glisser un épais dossier en cuir sur la table. « L'accord de partenariat 50-50. Vous n'êtes pas une employée, ma. Vous ne l'avez jamais été. Vous êtes la PDG de la nouvelle division de sécurité. Sentinelle est à vous. » Maya ouvrit le dossier.
Les chiffres étaient astronomiques. Liberté à l'encre. Elle prit un stylo mais fit une pause. Une condition, dit-elle. Nommez-la. Nous lançons un programme de bourse, dit Maya fermement. Pour les linguistes, pour les gens qui essuient les tailles et garent les voitures qui ont plus à offrir que quiconque ne voit. Austin rit, levant son verre. Fait, à la serveuse. Maya cogna son verre contre le sien, un petit sourire victorieux jouant sur ses lèvres. Ô fantôme, corrigea-t-elle. Le milliardaire a pris une leçon ce jour-là qui valait plus que toute sa fortune. Ne sous-estimez jamais la personne qui vous sert à manger. Vous ne savez jamais qui ils sont vraiment ou quelle bataille ils mènent. Maya prouva que le vrai pouvoir ne réside pas dans l'argent sur votre compte bancaire, mais dans la connaissance dans votre esprit et le courage dans votre cœur. Elle passa d'invisible à invincible, non pas en changeant qui elle était, mais en montrant au monde sa vraie valeur. Si vous avez apprécié cette histoire de vengeance, de rédemption et du pouvoir du langage, veuillez appuyer sur le bouton « J'aime ». Cela aide vraiment la chaîne. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec un ami qui aime une bonne tournure et abonnez-vous et activez la cloche pour ne jamais manquer une histoire. Dites-nous dans les commentaires quel est un talent caché que vous avez qui choquerait les gens. Merci d'avoir regardé.